Alors, le Mixed Martial Arts, le fameux MMA. De prime abord, ça paraît simple, non? Deux combattants, une cage, et que le meilleur gagne. Sauf que, derrière cette image très brute, se cache en réalité quelque chose de bien plus profond. Et c'est ce que montre l'analyse fascinante de Laurent Bilger. Le MMA, c'est en fait un miroir hyper puissant de notre monde, de notre modernité. Allez, on plonge ensemble dans cet univers pour essayer d'en décrypter tous les codes. Voilà, cette phrase, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Ce qu'elle nous dit, c'est que derrière la simplicité apparente du combat, il y a une architecture incroyablement complexe. Le MMA, en fait, c'est comme un concentré de toutes les tensions qui traversent notre société. Pensez-y, la violence et comment on la contrôle, la vérité du corps face au storytelling, la précarité qui rencontre le grand capitalisme du spectacle, tout y est. Et ça nous amène au grand paradoxe qui va être notre fil rouge. D'un côté, le MMA se vante d'être le sport le plus vrai, le plus brut. Pas de trucage, les coups sont réels, la douleur est réelle, les blessures aussi. Mais de l'autre côté, et c'est là que ça devient fascinant, cette vérité ne peut pas exister, en tout cas pas économiquement, si elle n'est pas emballée. Emballée dans des histoires, dans des rivalités, qu'on met en scène, dans de véritables mythes. Ok, alors voilà le programme pour ce décryptage. On va d'abord voir pourquoi c'est un miroir de notre temps. Ensuite, on plongera dans ses trois origines, on s'attaquera aux clichés pour voir si c'est vraiment un sport de brute, puis on parlera du combat intérieur, de la fabrique des héros et des mythes, et on terminera en se demandant si tout ça n'est pas une sorte de catharsis moderne. Voilà, première partie, un miroir de notre temps. L'analyse de fond qualifiait le MMA d'objet total. Alors, c'est un grand mot, mais l'idée est assez simple en fait. Ça veut dire que pour comprendre le MMA, on ne peut pas juste regarder un seul aspect. Ça engage tout en même temps. Le corps des combattants, bien sûr, mais aussi l'économie mondiale, la politique et toute la puissance des symboles. Tout est lié. Et ce fameux paradoxe, il est parfaitement illustré ici. À gauche, on a la vérité pure et dure, la vérité du corps. On ne peut pas tricher face à un étranglement, le corps ne ment pas, c'est radical. Et à droite, on a tout le système narratif qui vient s'emparer de cette vérité. On la scénarise, on la met en scène, on crée des héros, des méchants. Cette sincérité, elle est immédiatement captée, transformée en produit. Au fond, la vérité brute, à l'état pur, elle n'existe jamais vraiment dans l'arène médiatique. Section 2. On va parler des origines. On a souvent cette idée que le MMA, c'est une pure invention américaine, que ça vient des États-Unis et c'est tout. Eh bien, c'est une grosse erreur. En réalité, le sport qu'on connaît aujourd'hui, c'est le résultat d'un métissage, un vrai carrefour de trois grandes cultures du combat. C'est un dialogue entre les continents. Et voilà, en gros, l'ADN du MMA moderne, c'est une fusion de trois pôles. D'abord, le Brésil. C'est là qu'on trouve la quête de la vérité technique, de ce qui marche vraiment dans un combat, notamment avec le Jiu-Jitsu des Gracies. Ensuite, les États-Unis, bien sûr. Eux, ils amènent la machine industrielle, le grand spectacle, le pay-per-view. C'est l'art de transformer la violence en divertissement de masse. Et enfin, le Japon. Eux, ils apportent une dimension complètement différente. Le rituel, l'esthétique. Le combat devient presque une cérémonie. Le MMA d'aujourd'hui, c'est la synthèse parfaite de ces trois mondes. Allez, section 3. On va s'attaquer à un gros cliché, une idée reçue qu'a la vie dure. Le MMA serait un sport de brute, un sport de mauvais garçon. Sauf que quand on va voir ce qui se passe vraiment sur le terrain, dans les clubs, la réalité est bien plus surprenante. Vous la connaissez, cette image d'Épinal, hein? Celle qu'on voit souvent dans les médias. Le combattant de MMA, c'est forcément un casseur de gueule, un type un peu primaire. Mais cette image, elle vole littéralement en éclats dès qu'on met un pied dans une salle d'entraînement. Parce que la réalité des clubs, eh bien, c'est ça. On y croise qui ? Des ingénieurs, des chefs pâtissiers, des étudiants en médecine, des cadres, des policiers, bref, des gens de tous les horizons. La cage, en fait, ce n'est pas du tout un marqueur social. C'est plutôt un point de rencontre, un lieu incroyable où des vies qui n'auraient jamais dû se croiser se retrouvent unies par la même discipline et le même goût de l'effort. Et ça, c'est super important à comprendre. Le club de MMA joue un rôle social qui est fondamental. Dans nos villes, parfois un peu éclatées, il offre une structure, un cadre, un but commun. C'est une sorte de micro-société, une petite institution qui intègre, qui rassemble. C'est là qu'on apprend le respect de l'autre, pas par des grands discours, mais par la sueur et l'effort partagé. Bon, on a vu l'aspect social. Maintenant, on va changer de perspective et regarder à l'intérieur des pratiquants. Parce que le MMA, au-delà du spectacle, c'est avant tout un outil de travail sur soi qui est extrêmement puissant. C'est un moyen de se confronter à ses propres limites et finalement de redéfinir qui on est. L'idée, c'est que la cage devient une sorte de thérapie profane. C'est un concept super intéressant. En gros, en se mettant volontairement dans une situation de stress contrôlé, les pratiquants apprennent à gérer leurs émotions.
Un sparring, ce n'est pas juste un entraînement physique, c'est une confrontation avec sa propre peur, avec sa frustration, avec sa capacité à rester calme sous pression. C'est un moyen de travailler sur son angoisse, sa colère, dans un cadre où on est en sécurité. Et ça vient complètement bousculer l'image d'hypermasculinité et de brutalité qu'on associe souvent au MMA. En réalité, ce qui est valorisé, ce n'est pas la force brute, c'est le contrôle de soi, la technique, la discipline. Le type qui fonce dans le tas sans réfléchir, c'est lui qui perd. Être fort, dans la cage, c'est être humble, c'est accepter de perdre pour apprendre. C'est cette transformation intérieure, ce combat avec soi-même, qui va devenir la matière première d'une autre dimension du MMA. La fabrique des héros. Et là, on retombe dans le grand spectacle. Parce que l'histoire personnelle d'un combattant, son parcours de vie, ce n'est pas juste un détail pour la biographie. Non, non, c'est la matière première, le cœur du produit qu'on va vendre à des millions de spectateurs. Prenons un exemple que tout le monde connaît, Francis Ngannou. Son histoire, c'est une épopée moderne. Le type qui part des mines de sable au Cameroun pour devenir champion du monde poids lourd, c'est incroyable. Et du coup, chaque coup de poing qu'il donne dans la cage est chargé d'un sens qui le dépasse. Ce n'est plus juste un coup, c'est une revanche sociale. C'est l'histoire du migrant qui atteint le sommet du monde. Et puis, à l'opposé total, on a un personnage comme Fedor Emelianenko. Lui, c'est le mythe du guerrier stoïque, presque saint. C'est l'anti-spectacle par excellence. Son visage ne bouge jamais, il est humble, discret, et c'est justement cette absence de show qui devient son plus grand spectacle. Il a cette image de moine guerrier, ce qui rend sa violence presque respectable, presque morale. Et évidemment, comment ne pas parler de Conor McGregor? Lui, c'est l'archétype du gladiateur néolibéral. C'est le combattant entrepreneur. Pour McGregor, tout est business, tout est storytelling, tout est personal branding. Le combat dans la cage, finalement, ce n'est qu'un élément de sa stratégie pour construire sa marque et son empire financier. Ce qui est essentiel à retenir de tout ça, c'est que le MMA n'invente pas des histoires de A à Z. C'est plus subtil. Il produit ce qu'on pourrait appeler une métafiction du réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il prend des éléments bien réels de la vie des combattants et il les intensifie, il les met en scène, il les stylise pour en faire un récit captivant. La vérité du coup de poing, elle n'a d'impact que si elle est portée par une histoire forte. Allez, dernière partie. On va prendre un peu de hauteur et se poser une question plus profonde. Au fond, à quoi ça sert le MMA? Au-delà du spectacle, est-ce que ça a une fonction sociale, une fonction anthropologique? L'une des réponses, c'est que le MMA vient combler un besoin. Nos sociétés, au quotidien, sont de plus en plus pacifiées, la violence physique a reculé. Mais le besoin humain de se confronter, lui, n'a pas disparu. Alors il se déplace, et il trouve des exutoires, ritualisés, contrôlés, comme le sport. Le MMA, c'est ça, une manière de vivre la confrontation par procuration dans un cadre sécurisé. Et là, on touche à un très vieux concept qui nous vient de la tragédie grecque, la catharsis. C'est l'idée que le fait de regarder une représentation de la violence ou des passions fortes nous permet de nous purger, de libérer nos propres émotions. Quand on regarde un combat, on ressent la tension, le stress, l'adrénaline, et ça nous procure une sorte de décharge émotionnelle. On peut vivre ces émotions intenses par procuration et puis retourner à notre vie, finalement, apaisée. Bon, pour conclure, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que le MMA, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un simple sport. C'est un objet total qui mélange le corps, l'économie et le mythe. C'est la synthèse de l'efficacité brésilienne, du show à l'américaine et du rituel japonais. C'est ce point de friction permanent entre la vérité la plus brute et le récit le plus travaillé. Et c'est justement pour toutes ces raisons que c'est un analyseur aussi puissant de notre monde. Et je vous laisse avec cette dernière question, pour boucler la boucle. Et si la cage, au final, ce n'était pas juste un ring, si c'était la scène de théâtre où nos sociétés modernes viennent rejouer en boucle leur plus grande tension, leur plus grande peur? C'est une question qui mérite, je crois, qu'on y réfléchisse.